De cette invitation à cette réunion sous-régionale. Je voudrais d'abord excuser son Excellence l'ambassadeur de France qui n'a malheureusement pas pu se déplacer. Donc il me revient l'honneur d'échanger avec vous au nom de la future présidence et hôte de la COP21. Donc je commence par ces salutations à l'équipe des experts négociateurs de la sous-région qui se mobilisent depuis si longtemps pour cette réunion de Paris qui devrait, nous l'espérons tous, produire le résultat d'années de réunions et de négociations et que certains d'entre vous ont suivi depuis longtemps. Je voudrais aussi saluer la qualité du processus de concertation régionale dont cette réunion est l'aboutissement. Nous nous réjouissons en effet de l'association à cette réflexion stratégique de l'ensemble des acteurs concernés par les changements climatiques. Pour la première fois, je crois, en Afrique comme sur toute la planète, jamais la société civile n'a été autant associée à la préparation d'une COP. Les États, de leur côté, ont pour la plupart, comme vous le savez, rendu leur copie, en quelque sorte, sous la forme des fameuses CPDN ou INDC, indiquant à quoi leur politique publique de développement leur permettait de s'engager en matière de réduction de gaz à effet de serre, d'atténuation, et en prévoyant leurs besoins en matière d'adaptation aux conséquences néfastes du changement climatique. Ces contributions nationales, qui ont été compilées et publiées dans le rapport d'analyse du secrétariat de la Convention, constituent, à notre avis, une étape majeure et inédite de mobilisation de l'ensemble des pays dans la lutte contre le dérèglement climatique. Ce processus de préparation des CPDN est un élément essentiel du caractère absolument universel et c'est inédit du résultat de Paris. La quasi-totalité des pays sont désormais acteurs de la lutte contre le dérèglement climatique ou les changements climatiques. Cette première série de contributions ne suffira pas, vous l'avez relevé hier, Monsieur le Ministre, à nous placer dès la conférence de Paris sur les trajectoires d'émissions compatibles avec l'objectif des 2 degrés, ou encore plus difficile, des 1,5 degré. Il s'agit néanmoins d'une progression significative de l'effort de réduction, désormais partagé par tous les pays. Pour aller plus loin, l'accord de Paris devra contenir des dispositions permettant de relever régulièrement l'ambition individuelle et collective au cours du temps pour respecter ces cibles que nous avons adoptées ensemble. Et c'est en particulier, je voudrais le relever, un volet très important de la récente déclaration présidentielle commune France-Chine sur le climat, qui a été faite récemment à l'occasion de la visite d'État du président Hollande dans ce pays. Ainsi, les contributions sont une fondation solide sur laquelle bâtir un accord qui devront être complétés par des engagements sur les moyens de mise en œuvre, les financements, le transfert de technologies, le renforcement de capacités et un lien fort avec l'action pré-2020. En effet, les CPDN, même si elles présentent des objectifs à l'horizon 2025 ou 2030, sont en partie fondées sur des politiques et des programmes existants et déjà mis en œuvre sans attendre l'entrée en vigueur de l'accord de Paris. Je retourne rapidement au premier pilier de ce que nous appelons l'Alliance de Paris, le texte de l'accord lui-même. La dernière session de négociation à Bonn a débouché sur un texte qui nous paraît équilibré et où toutes les parties se retrouvent. C'est donc une bonne base de négociation pour Paris avec une structure claire, même si vous en reparlerez tout à l'heure les uns et les autres. En l'état, le texte actuel comporte beaucoup d'options. L'accord de Paris devra être le résultat de compromis entre ces options. Il faudra faire des choix ambitieux mais réalistes. L'équipe de négociation française a beaucoup apprécié le dialogue de confiance qui s'est établi avec le groupe Afrique et ses membres pendant la session de Bonn et c'est très encourageant pour la COP21. Le groupe Afrique peut être moteur de compromis, c'est pourquoi la France encourage les partenaires africains à réfléchir aux zones d'atterrissage possibles à Paris. Nous-mêmes, en tant que présidence, nous nous devons d'anticiper ces zones de convergence sur chaque partie du futur accord. C'est pourquoi il serait utile de connaître en strict bilatéral, quand c'est nécessaire, la flexibilité dont l'Afrique pourrait faire preuve et ses lignes rouges. Nous souhaitons en effet faire un accord juridiquement contraignant et non pas une simple déclaration politique. Cela peut passer par des règles contraignantes, des clauses de rendez-vous, l'impossibilité du retour en arrière, l'effet cliquet, même s'il n'est pas question d'instaurer des sanctions. L'universalité constituera en soi une contrainte, avec la perspective d'être pointé du doigt par la communauté internationale. Nous y comptons.
Je viens au troisième pilier, celui qui est tourné vers l'action immédiate, le Lima Paris Action Agenda, ou l'agenda des solutions, qui doit permettre de renforcer la coopération et l'ambition de manière volontaire avant l'entrée en vigueur de l'accord et d'associer les acteurs non étatiques, le secteur privé, les collectivités locales, la société civile, aux côtés des gouvernements. Il n'a pas vocation à se substituer aux engagements que les États ont pris ou prendront dans le cadre de l'accord, mais il consiste, comme vous le savez, à promouvoir des initiatives coopératives internationales, à inciter les acteurs à prendre des engagements, à s'enregistrer sur la plateforme, je le précise, de Nazca de la COP21, et ça a permis d'organiser une séquence d'événements à Paris sur 12 focus thématiques qui seront développés et une journée d'action de haut niveau. Dernier pilier, les financements. Avec les transferts de technologies et le renforcement des capacités, nous sommes conscients que ces financements constituent le nœud de l'accord. La mobilisation à hauteur de 100 milliards doit être précisée. C'est pourquoi nous travaillons à accentuer le travail sur les méthodologies de comptabilisation de la finance climat, harmonisation des méthodes pour les flux publics et définition précise des flux privés comptabilisables, inciter tous les acteurs financiers à réorienter leurs investissements, à intégrer le risque climatique dans leurs décisions, accroître le levier des financements publics, etc., mieux intégrer dans ces financements les besoins d'adaptation. L'étude récente que l'OCDE a réalisée à la demande de la France est un premier pas vers cette transparence des financements. Elle montre que 62 milliards ont été mobilisés en 2014 par rapport à l'objectif de 100 milliards. 2 tiers proviennent de financements publics. Ce qu'il faudra améliorer, c'est la part réservée aux actions d'adaptation, qui pourtant, pour l'instant, ne représentent que 16%. Pour terminer, je voudrais rappeler la position inédite de la France comme future présidente de cette COP. S'exprimant sur le fond par l'entremise de l'Union européenne, elle peut se consacrer pleinement, grâce à cette position de neutralité dans la négociation, sur l'arbitrage, la recherche de consensus et de zones de convergence, et au final, sur la promotion du niveau d'ambition maximale. Donc ce qu'elle vous demande dans ce rôle d'arbitre, c'est de l'aider à obtenir un accord juste et ambitieux. La France a choisi d'être une présidence à l'écoute de tous, et notamment de la voix des pays les plus vulnérables. La diplomatie française est allée à leur rencontre dans le monde et les a conviés à chaque étape de la négociation, et nous continuerons à travailler pour que des initiatives concrètes en faveur de ces pays soient prises pour répondre à leurs besoins d'adaptation aux impacts du dérèglement climatique. Je m'excuse, j'étais un peu long, mais je pense que c'était une occasion de déployer un petit peu la position française. Je vous remercie.